sur le côté de la plage, t'avais Julia Roberts, Robert Redford, Spielberg, et on arrivait, on lui disait venez et tout, ils sont venus. Moi j'ai pris avec Harrison Ford, on était en train de boire des trucs mais lunaires. Et moi qui parlais pas anglais, je générais beaucoup d'argent. Ouais. Mais j'en gagnais pas. Oui. À l'époque, il me restait 4 000 € à la fin de la soirée. J'allais en boîte, j'allais acheter des fringues, il me restait plus rien. Tu vois, pareil, on me disait que j'étais incroyable, ce que je faisais, c'était génial. C'est mon père un jour qui m'a dit t'es en train de devenir un petit con. Sans rentrer dans le détail, mais j'ai eu un redressement. Et là, je passe du mec qui réussit dans sa vie au mec qui perd tout. T'es là, t'as tout perdu. Les gens, déjà, ils s'en vont tous. Comme ça, c'est incroyable. Combien de fois ça m'est arrivé de devoir annuler des showcases ou des concerts de radio 2 heures avant parce que l'artiste n'a pas envie d'y aller. Et là, toi, qui as toute ta crédibilité qui est dessus, les nuits blanches que tu passes après, parce que les mecs, ils te détestent. Je pouvais pas dire qu'ils voulaient pas y aller. Donc j'ai dû sortir une excuse, il est hyper malade et tout. Mais le mec, je me suis fait insulter. Et maintenant, mon métier à moi, c'est plus de créer des nouveaux projets, c'est de savoir si j'ai l'équipe qui est là pour pouvoir la gérer. Ouais. C'est le plus important. Tu veux faire un gros projet, il te faut une équipe. Trouve l'équipe. La force, c'est les gens avec qui tu t'entoures. Moi, je me suis entouré des meilleurs de toutes les catégories. Mon objectif à moi, devenir leader français d'ici 1 an, et on y arrivera. Hey, salut Cyril, comment tu vas ? Salut, ça va super, et toi ? Ouais, ça va, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ah bah moi aussi, super content, super. Merci pour l'invitation. Mais écoute, merci à toi d'avoir accepté. C'est vraiment cool parce que, en fait, quelques jours avant qu'on soit rentré en contact, je suis tombé sur pas mal de reels de toi. Ouais, t'étais là-dedans. Ouais. C'est vrai, en fait, c'était hyper pertinent et je me disais, mais attends, c'est super intéressant ce qu'il est en train de dire. Tu parlais de production, tu parlais de Taiki, tu parlais de Eva Queen, etc. Et je me disais, mais tiens, j'ai jamais vu son visage. Et ensuite, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que tu t'avais lancé Deepster. Et moi, je sais que tu vois, je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on commence. Deepster, j'avais été contacté il y a quelques années par eux et je me suis dit, ok, non, mais il y a quelque chose de super intéressant, mais c'est très bizarre, je l'avais jamais vu. Ouais, j'ai toujours été, si tu veux, c'est parce que là, récemment, on a fait une réflexion par rapport à Deepster qu'il fallait que par rapport aux objectifs, que la plateforme soit plus aussi associée à de l'humain pour éviter de faire juste de la grosse machine comme ça. Et du coup, c'est récemment que j'ai commencé à me mettre un peu en avant pour parler de tout ça, quoi, pour expliquer un peu, avoir notre vision du monde aujourd'hui par rapport à la musique. Donc voilà, maintenant, je suis un peu présent sur les réseaux. Ouais. Bah, tu fais bien, parce que justement, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ton parcours est super riche. Et il y a assez peu d'interviews, de présentations un petit peu sur toi, sur ce que tu as fait, ton parcours, etc. En tout cas, à ma connaissance, mis à part peut-être des interviews écrites que j'ai dû voir, je crois, ou du moins des biographies. Oui, ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de faire cette interview ici, revenir un petit peu sur ton parcours depuis le début, et ensuite parler de choses concrètes, en fait, ton métier en tant que producteur, ce que tu fais avec Deepster, qui est super intéressant, et parler aussi un peu d'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Ce que tu veux. Moi, tout me passionne. Donc, let's go. Si t'as des sujets, on y va. Ok. Alors, du coup, t'es né où ? Et je suis né à Nice. D'accord. Je suis né à Nice. Tu sais plus. Je suis né à Nice. T'es né à Nice, ok. Et du coup, t'as passé toute ton enfance là-bas ? Ouais, j'ai passé toute mon enfance au même endroit. Après, on a un peu bougé avec ma famille dans l'arrière-pays niçois, mais voilà, niçois de base depuis que je suis né. Quoi. D'accord. Et comment t'es tombé dans la musique ? Ouais, écoute, ça remonte loin. Pour faire court, si tu veux, j'ai eu plusieurs activités dans ma vie. J'étais entrepreneur très jeune, parce que moi, à 17 ans, j'avais monté ma première boîte. Okay. Bon, maintenant, ça remonte. Hein. Du coup, c'était à l'époque des startups. Toi, t'es trop jeune, peut-être encore pour avoir connu ça, mais voilà. C'était toutes ces startups qui explosaient quand tu disais un peu que tu parlais de nom de domaine, de site internet, tout le monde. Et donc, on avait des début Américains. 2000 C'était en début 2000 Ouais, c'était même un peu avant. Je crois que c'était juste 96, 90, 96. Ouais, 96. Ok, d'accord. Et si tu veux, il y avait donc folie autour de tout ça. Et nous, on avait monté une boîte, et c'était les Américains qui nous finançaient. D'accord. Et donc nous, on achetait, on créait une base de données. On était un peu concurrent d'eBay. À l'époque, on développait le concurrent. Et à 17 ans, j'ai une boîte qui est montée à pas loin de 60 salariés fixes. Mais si tu veux, j'étais pas du tout formé pour gérer une boîte comme ça. Mais comment t'es tombé là-dedans à 17 ans, surtout en France dans les années 90 ? J'étais tellement pas adapté à écouter un patron. J'ai jamais bossé pour un patron. Je savais pas, tu vois. J'ai fait un stage à Darty qui a duré 2 jours. Après, je suis rentré dans une boîte. Premier jour où j'arrive, mon seul jour de salarié de ma vie,
je commence à regarder le personnel et tout ça, et puis à 17 ans, j'organise un rendez-vous avec tout le monde, une réunion, pour discuter un peu de comment ça se passait. Et le mec, le patron, il arrive, il me dit, mais tu fais quoi? Je dis non, mais c'est juste parce que je voulais comprendre. Il me dit, mais t'es fou, quoi. Et du coup, il m'a dit non, laisse tomber, ça l'intéressait pas. Mais je commençais déjà à être un peu. J'avais ma vision et j'étais déjà. Je voulais pas trop écouter la vision des autres, tu vois. Déjà un peu tête de con. Mais si tu veux, j'étais tellement positionné là-dessus que je me suis dit, je vais monter ma boîte. Donc à l'époque, tu pouvais pas monter ta boîte tout seul. Donc j'avais demandé à mon père qu'il se mette prête-nom jusqu'à ma majorité. Et j'ai monté cette société qui a très bien marché. Parallèlement, on fait qu'à marcher parce qu'on avait des subventions, des finances de ces gens-là. Après, j'ai investi dans les noms de domaine, on a fait beaucoup de business par rapport à ça. Mais comment un jeune garçon niçois réussit à trouver l'ambition de monter son entreprise, surtout dans les années 90, sachant qu'en France, l'entrepreneuriat n'était pas nécessairement encouragé, en tout cas, du moins, c'est l'image que j'en ai. Et aussi, comment ensuite tu trouves ces investisseurs-là? Donc vraiment, c'est je pense que ça a été fait à l'inverse. C'est-à-dire, en gros, si tu veux, moi, j'ai toujours vu mon père, il avait sa société. Okay. Je l'ai toujours vu dans le monde du business avec ses soucis et tout. Mais moi, c'était ma manière de voir le monde, tu vois. Donc, je voulais peut-être un peu refaire aussi ça. Et je me sentais bien là-dedans. Je me sentais bien en chef d'orchestre. Tu vois, les gens m'écoutaient quand même pas mal, même du haut de mes 17 ans. Et on a commencé à monter tout ça. Et à la base, au tout début, avant que l'Américain nous découvre, j'avais monté une petite plateforme qui s'appelait Cyberjeune. Tout début, les noms de domaine venaient à peine d'arriver. On créait des sites internet. Cyberjeune, c'était un site qui permettait aux gens de retrouver les bons plans, soirées, tout ça. Ok. Voilà. Donc bon, très peu de gens étaient connectés à Internet à l'époque. Je te vois encore avec les modems et tout. Putain, ça fait. Mais et voilà, et ça a démarré par ça. Et à un moment, je rencontre cette personne qui me dit, écoute, moi, ça m'intéresse tu connais de la technologie, moi, j'ai besoin de me développer dans la technologie. Mais les mecs à l'époque qui connaissaient cette technologie, c'est les mecs qui sont dans l'IA maintenant, si tu veux. C'est le même format, tu vois. T'es révolutionnaire. Donc quand tu connaissais un petit peu, t'intéressais tout le monde. Ouais. Et donc il vient nous voir et nous dit, écoutez, voilà, moi, je vous finance. Et nous, ok. Donc on a pris des salariés, des bureaux, des trucs. Mais c'est allé beaucoup trop vite. Ouais. Tu vois, mais c'est parti un peu comme ça. À la base, c'était pour faire un petit projet, et puis après, les rencontres, rapidement, on fait ça, quoi. Mais comment t'étais, dans quel état d'esprit t'étais? Parce qu'à 17 ans, recevoir autant d'argent de la part d'Américains, je suis pas sûr que t'étais bilingue à ce moment-là, peut-être. Je le suis toujours pas. En vrai, toujours pas. Non. Tu rigoles. Une catastrophe, je te jure. Comment tu fais? J'ai jamais trouvé. Tu sais, j'ai un cerveau qui fonctionne. Si j'y trouve pas un intérêt, j'y arrive pas. Et par contre, si ça me passionne, j'arrive à développer des trucs un peu. Mais non, lui, il parlait français. C'était un Français expatrié là-bas. Et c'était incroyable. En fait, je crois que le fait de démarrer avec cette personne-là, il nous invite à Miami, on arrive, on fait des endroits incroyables et tout. Et là, tu vois des trucs de fou. Et toi, tu vois, il vient nous chercher. Je me souviens à l'époque avec une Rolls-Royce cabriolet et tout. Mais nous, c'était pas du tout notre monde. Nous, on jouait à des jeux vidéo H24. On était des geeks. Et de voir tout ça, ça a dû déclencher en moi une envie, tu vois. Et lui, il nous a monté une boîte aux États-Unis. Et là, ça y est, j'étais déjà devenu pour mes amis le mec qui faisait du business. Donc voilà, tout était un peu englobé pour me laisser là-dedans, quoi. Et vu que je m'y trouvais bien, je suis resté. C'est dingue. Et cette boîte, tu l'as gardée combien de temps? Je l'ai gardé jusqu'au jour où il a dit j'ai trouvé une autre boîte, donc je m'en vais, vu que c'était notre seul client. Tu vois, il a fallu et j'ai pris les meilleurs qui étaient avec moi, et on a créé une agence de pub. D'accord. Ouais, et j'ai pris une dizaine de personnes, dont mon ancien associé Jean-Marc, un mec, un génie du design et tout. Et donc je me suis dit tiens, un génie du design. En fait, j'ai passé ma vie à vendre des compétences des autres. Tu vois, moi, je suis l'homme d'affaires qui va mettre en lumière les compétences des autres. Ok, d'accord. Donc toi, tu seras un peu le chef d'orchestre et on dira plus le commercial. Ouais, exactement. Okay. Non, mais exactement. C'est le commercial. Ok, d'accord. C'est exactement le mot. Je vendais tout ça, quoi. Et lui on a monté cette boîte qui est devenue une boîte, très grosse boîte. Ouais. Enfin, grosse boîte. Pour nous, à l'époque, parce que tu vois, on commençait à avoir 20 ans, 22 ans, 21 ans. Ouais. Et on avait des marchés dans la pub incroyables. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'était super. Lui, il était un génie, donc il arrivait à faire des trucs de fou. Ouais. Et moi, j'arrivais, si tu veux, et je montrais ça, et les gens, ils étaient, waouh, c'est incroyable et tout. Donc, c'était plus facile, comme tout. Et on a commencé à développer tout ça, et c'était super. Et cette boîte a fait de grandes choses.
Ok. Ça a été sur beaucoup de projets. Ouais. Et ça a été, elle s'appelait comment cette boîte? Alors, il y a eu le deuxième nom qui est resté, c'était Artis. Ah, mais je connais, je crois. Artis. Ah, bah, c'était une grosse boîte. Hein. Ouais. Mais après, enfin, une grosse boîte, on avait des marchés partout, avec tous les mecs, beaucoup dans la mode, beaucoup dans la grande distribution. On travaillait pour Ricard Lewis, Carnet de vol. Enfin bref, on avait. C'est dans les années 2000 tout ça? Ouais, 2000. On commençait à être dans les années 2002, 2003. Ouais. D'accord. Et c'était quoi votre spécialité à cette époque-là? La photo, beaucoup. D'accord. Ouais. Ok. Mais à l'époque, la photo, faut imaginer que un photographe, c'était 40 000 balles la journée, quoi. Ah oui? Eh oui, c'est pas comme maintenant. C'était donc les budgets, quand on démarrait, on faisait un catalogue de mode, on avait 200, 300 000 euros de budget, c'était pas pareil. Ah oui, parce que moi, justement, j'ai cette image de me dire, bah après, je viens d'un autre milieu, qu'à l'époque, il y avait très peu de photographes qui réussissaient réellement à en vivre. Ah oui, il y en avait, ouais. Et ceux qui réussissaient à en vivre, par contre, c'était la folie. Et c'était ça. C'est ça. Moi, j'ai rencontré des photographes, ils arrivaient, ils prenaient 40 000 euros la journée, Ouais. sans déconner, ce que je veux dire, c'est réel, ils arrivaient, t'avais les assistants qui avaient tout préparé, il arrivait, il regardait, il appuyait sur le bouton et il se barrait. Ah ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Les mecs prenaient 40 000 balles plus. T'avais les droits d'image, t'avais tout ça, c'était un autre délire. Et nous, du coup, on performait là-dedans parce qu'on était bien on était très spécialisé dans l'impression et tout ça, tu vois. Et du coup, on arrivait à sublimer les photos par rapport à l'impression. C'était notre métier. Hein. Et on a commencé à être connu là-dessus sur des gros marchés. D'accord, ok. Donc je suppose que les billboards de l'époque, etc., les grandes photos, c'était ta société, du coup, qui les réalisait. Ouais, bon, enfin, c'est facile. pas tous, mais Oui, on en faisait souvent, mais... bien sûr, ouais, on faisait ça. C'est-à-dire quand tu voyais les campagnes de com de partout, sur des magazines, sur des trucs, toutes les photos, la DA, l'artistique, c'était notre agence qui s'en occupait. Ok, très bien. Et ensuite, t'as fait quoi après ça? Après, à mon grand regret, on s'est disputé avec mon associé parce que tu sais, c'est pas évident quand c'est un peu comme dans la musique, c'est pareil. T'as l'homme de l'ombre que personne ne connaît, alors que c'est lui qui réalise beaucoup de choses. Et après, t'as le commercial qui lui brille, invité partout et tout, et t'es quelqu'un d'incroyable. Et lui, et puis au bout d'un moment, si tu veux, on s'est un peu une séparation, quoi. Et après, j'ai eu un de mes clients qui m'appelle un jour et qui me dit: est-ce que tu veux nous organiser de l'événementiel? C'était Carnet de vol, Olivier, il se reconnaîtra, mais c'est toujours resté un ami. Et il me dit: est-ce que tu veux organiser notre soirée? Alors moi, il connaissait rien, tu vois, c'était pas. Je dis: ouais, bien sûr, on est spécialisé aussi là-dedans. J'étais un très bon commercial. Mais et du coup, on a organisé ça, et là, on a commencé à faire des plages pendant le Festival de Cannes. On était les premiers à faire des plages du Festival de Cannes. C'était incroyable. Ah oui, des plages, c'est quoi exactement? On faisait des plages festives, c'est-à-dire, tu vois, le Nikki Beach, tous ces trucs à Saint-Tropez et tout, ben nous, on les a installés au Festival de Cannes. Attends, t'en as eu marre des studios photos et t'as opté pour la plage directe? Ben, en fait, c'est pareil, opportunité, qui est à peine une opportunité. On a organisé la soirée à Saint-Tropez, le patron de la plage où on était, il a adoré notre manière de travailler. Il m'a dit: les gars, vous voulez pas? Mon associé, on discute, ouais, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses? On lui propose ça. On a proposé au mec qui avait une plage très connue de s'installer au Festival de Cannes. Boum, Festival de Cannes. Lui, il adorait le principe. On est arrivé 1 an, 2 ans, 3 ans, on a fait des trucs de fou. On faisait la plus grosse soirée. C'était, tu sais, on a des anecdotes, on en parle souvent, mais moi, j'ai eu des soirées sur ma plage où t'avais les 40 ans de Ferrari, dans les 60 ans de Ferrari, avec les Amex Black Infinite des clients qui étaient invités. Et sur le côté de la plage, Robert Redford, t'avais Julia Roberts, t'avais Spielberg, et qui regardaient comme ça, et les mecs, mais Festival de Cannes à l'époque, c'était autre chose. Ouais, et donc on arrivait, on lui disait: venez et tout, ils sont venus. Moi, j'ai pris avec Harrison Ford, on était en train de boire des trucs, mais lunaires, si tu veux. Et moi qui parlais pas anglais. juste un enfant, quoi, tu sais, côté comme ça. En fait, ils venaient parce que l'événement était vraiment génial. Ouais. Et c'était vraiment des moments incroyables. Mais ça m'a fait perdre pied parce que, tu sais, t'es un geek, tu fais que du business, et du jour au lendemain, tu te retrouves là. La fête, tout, en fait, les filles, tu comprends pas ce qui t'arrive, parce qu'au début, t'es un mec normal, et après, t'es un mec, aux yeux de ces gens-là, important, et tu pêtes un peu un câble dans ton... Non, mais c'est clair, tu dois devenir fou. Enfin, je veux dire, à très jeune, t'as gagné beaucoup d'argent grâce à ton business? Non. Alors, je générais beaucoup d'argent, mais j'en gagnais pas. Je pense que... Enfin, j'en gagnais pas. Je gagnais de l'argent, mais c'est pas comme maintenant où je fais attention à mon argent. Oui. À l'époque, t'étais là, je gagnais, par exemple, je sais pas, il me restait 4 000 euros à la fin de la soirée. J'allais en boîte, j'allais acheter des fringues, il me restait plus rien. Tu vois, quand je te dis, t'as pas de notion, en fait, de la logique.
Et au final, on voulait faire tellement grandiose que... En termes de budget, en fait, vous dépassiez... vous n'avez pas beaucoup de bénéfices, finalement, à la fin, non, quoi. parce qu'on voulait faire de l'image. Et pour te donner un exemple, par exemple, de la Croisette, on avait fait un pont qui passait par-dessus la Croisette pour descendre sur la plage, pour faire un endroit incroyable, pour que les gens marchent au-dessus de la Croisette pour descendre dans la plage. Ça, c'était des 50 000 euros. Enfin, je veux dire, les autorisations et tout. Mais on voulait tellement faire grandiose qu'au final, même si on faisait de très beaux événements, ça rapportait beaucoup. Ouais, ça générait beaucoup, mais ça rapportait pas. On n'avait pas la même vision. Ouais, et en termes d'image, ça a beaucoup servi ensuite par la suite, ou c'est juste un regret finalement, et t'aurais dû faire mieux à ce niveau-là pour gagner plus d'argent sur ce genre d'événement? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, les équipes que j'ai autour de moi, les gens que j'ai autour de moi, tu me remets la même année avec le même dynamisme et la même plage. Incroyable. Ouais. Mais au tout début, j'étais trop jeune et pas assez formé pour gérer un truc comme ça. Mais ça, c'était quand exactement? Parce que j'aime bien situer les années. C'était aussi dans les années 2000. C'était premier festival de Cannes, les 60 ans, si je te dis pas de conneries, c'était 2006. Ah ouais. C'est encore l'époque où, tu vois, il n'y a pas vraiment les réseaux sociaux. L'impact de la télé est encore là. On faisait les campagnes au 4x3, nous, avec les panneaux d'affichage c'est dans la rue, époque, pas. Les gens. Et puis, le festival de Cannes, c'était la folie. Il y avait tellement de monde qu'en fait, tu ouvrais, tu mettais de la musique, on faisait venir faire les gros DJ. Moi, j'avais des DJ qui mixaient chez moi. Les mecs, ils n'étaient pas connus. Et Tristan Cazaraz et Aveneur, ils venaient chez moi. T'avais des énormes stars qui sont maintenant des énormes stars qui venaient mixer. Mais c'était leur début, tu vois. C'est marrant, quoi, de voir comment ça a évolué. Mais ouais, enfin, ça a été une période assez importante, excitante, très fatigante psychologiquement, parce que tu t'en prends quand même plein la gueule. Enfin, quand t'es jeune et tout, t'es là, tu comprends pas. T'as beaucoup de choses, surtout dans le monde de la nuit et tout, que t'appréhendes pas et qui t'arrivent comme ça. Les soucis, les problèmes, la police, les gens qui sont pas bien intentionnés. T'as plein de choses qui rentrent et bon, voilà. Toi, t'es là, t'es jeune et c'est pas évident. Et c'était quoi ta pire anecdote dans cette période-là? Justement par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Ma pire anecdote, c'est je te dis, on devait être au 2e jour de la plage. Et là, j'ai 3 mecs qui arrivent. Mais quand je te dis des mecs, quand t'as 23, 24 ans et tout, que t'as jamais rien fait de ta vie, c'est des mecs que ça t'impressionne beaucoup, mais qu'ils arrivent comme ça. C'est vraiment, il y en a un qui me parle et qui me dit, avec un accent un peu comme ça, est-ce que il y a le patron ici? Et là, je comprends que ça pue. Tu vois, je me dis, et là, je sors un truc magistral. Et je dis, désolé, mais le patron, tu sais, je crois que c'est la société ici, c'est géré par des fonds de pension américains, fonds d'investissement américains. En vrai, je sais pas trop. Si tu veux, je peux te donner l'adresse pour envoyer un recommandé, mais on les connaît pas. Bien vu. Ouais, mais c'est voilà, le mec qui me dit, ouais, ok, il s'en va. Tu vois. Ok. Mais c'était une anecdote qui était un peu compliquée. Après, je te dis, les anecdotes folles où t'avais des stars qui arrivaient sur la plage et c'était incroyable. C'était... T'as passé combien de soirées folles avec des célébrités dans cette période-là? Je suis sûr que t'as des histoires folles, tu veux pas me les dire. Ouais. Parce qu'on est... Non, mais il y en a, je peux pas, parce que si tu veux, le truc, c'est que il faut s'imaginer aussi que c'était une autre époque. Ouais. Tout était autorisé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Tu vois, par exemple, un jour, il y a un patron d'un des plus gros groupes financiers au monde bancaire qui arrive. On va pas dire laquelle. Non. Et il arrive et très bien habillé, très charismatique, avec une fille. Et il vient manger. La fête, ça part. C'était une grosse fête et tout. On le retrouve à 4h du matin. On avait des jacuzzis installés et des hammams. Donc la femme de ménage vient me voir, elle me dit, on a un problème. Et là, j'ouvre, lui, il était allongé comme ça. Il s'était vomi dessus. Et t'avais la fille à côté aussi. Et donc, t'as des trucs, tu te dis, on vivait des choses, mais je peux pas tout raconter mais on vivait des choses, c'était incroyable. Ouais, non, mais j'imagine, dans les années 2006, enfin, les années 2000, il n'y avait pas de téléphone à fond. Enfin, il y en avait avec des caméras, mais pas énormément. T'avais pas les réseaux sociaux. T'avais pas tout ça. Mais c'était la folie. Enfin, je veux dire, et puis c'était une autre mentalité aussi. Oui, c'était une autre mentalité. Les gens, ils faisaient la fête. Festival de Cannes, c'était très populaire, très connu. Et c'était fou. Je peux pas te dire que j'ai les plus beaux souvenirs de ma vie là-bas, parce que j'en ai eu plein d'autres, mais c'était autre chose. Ça serait plus possible de le vivre comme ça aujourd'hui. Ouais. Tu vois, t'avais des négociations qui se faisaient
je sais pas moi, sur les autorisations, t'avais des mecs qui arrivaient et puis même des trucs que je peux vraiment pas dire, mais où t'avais des organismes qui arrivaient et puis ouais voilà, ça va vous coûter tant, tu lui filais une enveloppe et le mec il se barrait, et c'était réglé. Tu vois. Intéressant. Franchement, c'est et des gros organismes aujourd'hui qui sont. Je te dis, c'était autre chose. Ok, Voilà. d'accord, waouh. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que t'es passé de ça à l'industrie de la musique? Ben en fait, si tu veux, de là j'ai créé un restaurant. Ok, d'accord. Un des plus gros restaurants à Nice, c'était incroyable, c'était vraiment génial et tout. Ah, t'es passé par tellement de vies. Ouais, ben en fait, si tu veux, après tout s'enchaînait et je me sentais à l'aise là-dedans. Tu vois. Ok. Un truc que j'avais pas appris par contre, que j'ai appris maintenant, c'est l'importance de bien être entouré. Ah ouais. Tu vois. J'avais encore cette fougue à l'époque de pouvoir m'entourer de gens et ça allait. Je voulais vraiment faire un projet. J'étais têtu et j'y allais, tu vois. Et donc je fais ce restaurant incroyable, mais il se passe plein de choses qui sont pas très agréables dedans, qui fait qu'au final, je me retrouve tout seul à gérer parce que je rachète les parts de mes associés. D'accord. Et je me gère. Mais alors là, dis-toi, mec qui est censé faire du business, qui fait la caisse le soir, qui gère les stocks, qui gère la bouffe, les salariés, l'animation le soir, le truc. Enfin bon. Et puis en plus de ça, pour générer des bénéfices avec un restaurant, c'est super dur. Ben, c'était un restaurant festif. Ok, donc, d'accord. Donc il y avait les beaucoup cocktails, de musique et tout, bouteilles et tout, c'était va. chouette. Ouais. Mais à un moment, il s'est passé un truc et je perds tout. Ok. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, si tu veux, j'ai eu sans rentrer dans le détail, mais j'ai eu un redressement, si tu veux, sur. Mais en plus, c'était malsain parce que c'était des redressements sur ce qu'on appelait happy hour. Tu sais, c'était les verres achetés, verres offerts. Et en fait, c'est interdit de le faire en France. Tu peux pas. Ok. Mais t'as pas le droit de faire 50% de gratuité. Et nous, de la manière non, tu peux faire 10%, je crois, de gratuité, mais sinon, non. Et donc, moi, je pensais qu'on avait un total contrôle sur. Ah non, pas du tout. Non. Mais c'est juste sur l'alcool? Ben non, tu en peux général. pas vendre à perte, par exemple. Ah oui, alors oui, ça. Tu vois, tu peux pas vendre à perte et tu as un taux. Alors, je sais pas maintenant comment ça a évolué, mais à l'époque, D'accord. elle nous avait redressé là-dessus. Et là, je passe du mec qui réussit dans sa vie au mec qui perd tout. Je perds tout, je finis à la rue. Ah oui. Vraiment, grosse claque, quoi. Et si tu veux, récupère un peu de fierté de toi-même quand t'es là, t'as tout perdu. Les gens, déjà, ils s'en vont tous. Comme ça, c'est incroyable. C'est là où tu t'aperçois en fait que l'être humain n'est là que pour intérêt. Mais peut-être que c'est le cas pour tout le monde en vrai. Hein. Je veux dire, les gens ont peut-être pas de temps à perdre avec quelqu'un, voilà, à sauver quoi. Donc je me retrouve vraiment tout seul. Je finis par me résilier à remonter chez mon père. Et t'as quel âge à ce moment-là? Écoute, je dois avoir 33 ans, peut-être 32, 33 ans. Ok, d'accord. Donc à peu près mon âge, quoi. Ouais, et donc là, difficile. Et donc je me retrouve, je donne vraiment souvent cette image, mais je me retrouve, c'est vrai que ça fait très poétique, film et tout, mais c'était la réalité. Je me retrouve au bord de l'eau le soir parce que je voulais pas remonter chez mon père au début. J'avais honte, tu vois, donc on était en plein été, donc je squattais un peu dehors ou alors à droite à gauche. Et à un moment, je me dis putain, mais attends Cyril. Là, pour la première fois de ta vie, t'as plus rien. T'as plus d'abonnement téléphonique, t'as plus d'argent, t'as même pas 1 euro en poche, t'as plus de loyer, t'as rien. Donc, t'as deux manières de voir les choses. Soit tu le vois en mode positif, enfin négatif, et là tu t'effondres. Soit tu le vois comme une chance. Et il m'arrive une énergie incroyable. Je crois que ça a été beaucoup. Vu que mes enfants, j'avais déjà 2 enfants, et ils étaient petits, et j'arrêtais pas de leur dire, vous savez, papa, il va vous amener à Euro Disney bientôt et tout. Et il y a un de mes fils qui dit, papa, on sait que c'est compliqué, laisse tomber, t'embête pas avec ça. Et là, tu prends un coup de poignard d'homme, tu vois, de père de famille qui est pas au niveau. Même son fils de 5 ans ou 6 ans, il a capté ce qui se passait. capte que c'est la merde, tu vois. Et là, tu te dis, waouh. Wow. Là, c'est la claque. Et là, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, à l'époque, mon associé qui est resté très longtemps, Souleymane, qui est un très bon commercial, très instinctif et tout, et vient me voir et me dit ouais Cyril, écoute, on cherche, il y a un groupe de chanteurs on a besoin d'argent et on a besoin de compétences financières, contrats, tout ça. J'étais connu pour gérer ce genre de truc, tu vois. L'argent et plus beaucoup. Ouais. J'avais eu la chance de faire un petit festival de Cannes en genre d'apporteur d'affaires et tout, tu vois, et vu que j'avais encore des contacts, où j'avais fait un peu d'argent, et donc il me restait peut-être 30 000 euros, un truc comme ça. Et je vais voir un groupe qui s'appelait La Vendée, à l'époque.
Et ils ont un projet de sortir un son qui s'appelle Pogba. Ok. Donc je vais les voir, ouais, musique, producteur et tout. On est en quelle année à peu près? Ah, Pogba... 2010, 2011. Ouais, ouais, je dirais 2013 même, non? Ok. Ouais, peut-être, ouais, 2013, 2000. Je sais plus, faudrait voir. Ouais. Non, je pense que ça fait pas si longtemps que ça même. C'est peut-être 2014. Bon, bref. Dans ces eaux-là. Regardez, voilà. Et je vais les voir, et puis je parle avec eux 1 heure, et je me dis, waouh. Ok, je m'en vais, je dis franchement les gars, je suis pas, je suis pas là, je comprends rien à ce que vous me racontez, musique, tout ça, et je me casse. Et c'est quel style de musique? Excuse-moi, juste. C'est de l'afro. L'afro. Ah ok, oui, Pogba, je vois un peu le style. Ouais, Pogba, tu sais pas si je tu vois. vois. Pogba, ouais. Ah, ça me dit quelque chose. Et franchement, moi j'y comprenais rien, tu vois. Ouais. Et je m'en vais, je fais peut-être 30 mètres, je me bloque comme ça au milieu de la rue, et je fais putain, mais Cyril, t'as une opportunité, vas-y, tente. De toute façon, il te reste 15 000 balles, t'as plus rien. Tu veux faire quoi? T'as une opportunité, le destin, il vient, c'est comme ça et tout. Et je fais demi-tour, ils étaient en train de se rhabiller. Et je leur dis, bon, vas-y, ok, les gars, j'y vais. Et donc, on les signe. Okay. Et là, j'ai la chance d'être avec ce mec, Souleymane, qui est très fort et qui arrive à te donner l'énergie quand tu ne l'as plus, tu vois, quand il arrive à... Et du coup, j'appelle Universal, à l'époque. T'avais les contacts déjà à l'époque? Ben, je sais même plus comment ça s'est passé. Je sais que je rencontre un mec qui s'appelait Christophe, qui s'appelle toujours Christophe, et je crois que j'envoie un email, et les mecs me disent ok, on vous reçoit. Et là, je monte avec Soulé, on arrive à Paris, on monte chez Universal, on rencontre Romain Delno, qui maintenant, je te raconterai après, mais qui est devenu mon associé, qui est le patron d'MCA chez Universal. Okay. On arrive et il nous fait un contrat tout pourri, comme un artiste, contrat d'artiste, oui. de base, qui a aucun succès. Non, on arrive, notre vie, elle était refaite, mais c'est comme ça que la musique démarre. D'accord, ok. Voilà, okay. Avec ce groupe-là, avec Pogba. Ok. Et comment se passe l'aventure avec eux? Elle s'arrête très vite parce qu'ils se disputent. C'est un groupe. Tu vois, le grand classique. Voilà, donc là je commence à connaître déjà les problématiques artistiques de l'artiste. Et là, je me dis ok, c'est pas grave. Donc après on prend un autre artiste en édition, on commence à développer les choses. Là, cet artiste-là qui est très doué, il écrit pour Alonso, Binta, tous ces sons-là qui ont explosé. Nous on est éditeur parce que j'avais ma société qui commençait à être éditeur et qui rentrait dans l'édition. Je commençais à comprendre bien comment tout fonctionnait. Et on commence à travailler sur des sons avec... je prends un artiste qui s'appelle Mehdi Maze. Voilà, je commence à faire des sons avec Soprano. Et on commence à rentrer dans l'industrie. Et là, je m'aperçois vite d'un truc. C'est qu'il y a le monde de l'artiste, qui est que des gens qui sont très doués, multiculturels. Mais par contre, quand j'arrive en maison de disque, c'est que des mecs d'école de commerce. Ouais. Tu vois? C'est totalement ça. Qui comprennent rien à la musique. Qui comprennent rien. Rien du tout. Mais par contre, qui ont le pognon. Ouais. Et là, je me dis, ok, moi, je sais parler... Enfin, j'ai un associé qui sait parler au monde artistique, et moi, je sais parler au monde des maisons de disques. Et démarre comme ça. Là, pour la faire court, après, on rencontre un des amis de la Vendée, qui est Taïk, qui, au tout début, qui a rien fait. C'est un peu le Bitcoin en 2000, tu vois, il n'y a rien. On travaille avec lui, beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et je signe Taïk, je suis son premier producteur, donc je le signe en production. On fait quelques sons, et là arrive Souleymane, toujours, qui m'appelle et qui me dit « Ouais, écoute, frérot, il y a une petite artiste qui vient, sa sœur elle est très connue sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Jazz, j'aimerais bien qu'on lui propose de faire de la musique et tout ça. » Et lui, il va voir Eva, il lui dit « Est-ce que tu aimerais être chanteuse? Est-ce que tu aimerais te lancer dans la musique ?» Elle, oui, c'est mon rêve. Ok, on fait un rendez-vous. Jazz vient au bureau, on discute, ça colle. Moi, je représentais j'avais déjà mis un peu les bureaux, tu vois, ça crédibilise. Et on signe Eva. D'accord, ok. De là, Baraka Dama m'appelle, me dit, écoute, j'ai envie de récupérer Taïk. Moi, j'avais un tout petit label, je pouvais pas gérer tout le monde. Je lâche Taïk. Au beau moment. Parfait. le timing est incroyable. Ouais. Et je reste quand même son éditeur quelque temps. Non, mais je dis ça, mais j'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait, ce que Barak a fait pour lui. Il avait les réseaux, moi je les avais pas. Tu vois, c'était pas. Voilà. Et on se concentre sur Eva. D'accord. Et Eva avec le démarrage fulgurant qu'on connaît, tu vois. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu passes d'industrie en industrie. Très différent, en fait. Chaque industrie que tu as évoquée
peut-être des fois il y a peut-être des liens, mais c'est pas du tout la même chose. Tu vois, l'événementiel, la restauration, il y a un lien, c'est un bar festif. Mais là, tu vas dans la musique. C'est quoi ton processus en fait pour apprendre dans le domaine très rapidement et être performant? Parce qu'en fait, on peut en avoir un petit peu peur. On peut se dire, ah tiens, moi je suis un créatif, donc je dois rester dans le domaine créatif, donc on va évoluer que dans ce truc-là, ou alors je suis dans la finance, je reste dans la finance. Mais visiblement, toi, ça n'a pas trop été le cas en fait. Non, parce que tous mes business, je les ai toujours créés par on va dire l'impulsion d'une personne tierce qui rentre. Un graphiste, je fais une agence de com. Tu vois. Et en fait, un développeur informatique, je fais mon agence d'informatique. Ouais. En fait, moi, je suis très fort pour prendre. J'aurais très bien pu être un commercial pour un artiste peintre, par exemple, tu vois. Okay. Ça aurait été. En fait, je prends des compétences et je stabilise ça et j'en crée quelque chose de gros. Donc à la base, il y a une impulsion. Ok. C'est qui permet de me dire. Alors c'est pas cette impulsion qui permet de grandir l'entreprise, parce que souvent, ça, au bout d'un moment, ça colle plus. Ouais. Mais par contre, c'est ça qui me dit, tiens, il y a une opportunité, une idée, une personne qui est pas mal là-dedans. Ben moi, je vais sublimer ce que lui il apporte. Et donc ça peut être ça, comme si quelqu'un était venu dans l'aéronautique ou dans je sais pas moi, dans les bateaux, ou ben peut-être que je serais parti là-dedans, tu vois. Oui. Donc c'est pour ça que c'était quand même un monde festif. Ouais. Donc c'est là où il y avait les artistes et tout, donc je restais un peu quand même là-dedans. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai quand même que pour le coup le métier de producteur dans la musique, ça demande, tu vois, de connaître tellement de secteurs différents. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'édition. L'édition finalement c'est beaucoup de legal, tu vois, c'est très juridique, je trouve. Enfin, tu me diras ce que t'en penses. Et c'est très axé comptabilité sous. Tandis que, tu vois, quand t'es producteur, finalement, tu dois un peu toucher, enfin, du moins connaître l'aspect artistique et autres. Enfin, tu me diras sur le côté édition aussi, mais globalement, comment t'as fait pour intégrer le métier de producteur? Et ensuite, j'ai d'autres questions, mais une de mes plus grandes compétences, si je dois pouvoir l'exprimer comme ça, c'est la folie et l'envie d'apprendre à fond les choses. Si tu veux, c'est une passion pour moi. D'ailleurs, c'est ça qui me passionne, parce qu'après, quand ça devient stable et quotidien, je suis plus capable de gérer une boîte, clairement. Il faut des gens, et c'est pour ça que je t'expliquais les associations que j'ai faites maintenant, avec des gens qui sont capables de faire ça. Moi, j'aime apprendre. Quand je me lance dans quelque chose, mais c'est pas, tu sais, il y a des gens, des fois, ils se réveillent, ils arrivent à se réveiller le matin, on va dire, oh mon Dieu, il a le courage. Mais il y en a, ils ont des facultés pour ça, ils ont plus de facultés pour d'autres choses. Moi, ma faculté, c'est d'aimer apprendre quand je connais pas. Et je rencontre un mec qui s'appelle Giorgio, de la musique. Le rappeur? Non, c'est un producteur qui a fait de très grandes choses et qui est très intelligent. Ok. Et que moi j'adore. Tu vois, c'est vraiment un mec. Et je suis là au démarrage de l'avocate, enfin au démarrage. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, de Christine Aubert-Maguero, l'avocate de la musique. Et on devient très amis. Et là, je leur pourris leur week-end et leur soirée à leur poser 1 milliard de questions. Mais vu que j'ai une vision un peu différente des choses, ça leur plaît aussi. Ouais. Et du coup, on s'entend très très bien, tu vois. Okay. Et moi, j'apprends beaucoup. Et je commence à comprendre tous les schémas. D'accord. Qui sont au final pas très compliqués. C'est juste que c'est rendu compliqué pour moi. C'est rendu compliqué par l'industrie pour éviter que les gens comprennent. Tu vois. Mais en vrai, ça ne l'est pas beaucoup. Et c'est de là où je commence à automatiser tous ces process d'enregistrement, de dépôt, de SACEM, de tout ça, de signature électronique, de machin, dans un outil, pour moi, qui s'appelle Aldam Talent, qui va devenir Deepster. D'accord, voilà. Ok. Mais à la base, c'est un outil que tu conçois ? Ouais. Ok, donc tu l'as conçu pour toi. Ouais. Et ensuite, on va y revenir, mais je veux rester un peu sur la production musicale. Donc du coup, tu te lances là-dedans et quand tu vois que ça fonctionne, tu te dis que tu vas rester dans le domaine musical finalement, ou tu as encore cette mentalité d'expansion, d'expansion sûrement, mais je veux dire, tu vas aller dans d'autres domaines et tu dis que c'est juste un passage. Oui, j'ai envie de faire plein de trucs parce qu'en plus il y a de l'argent qui rentre et tout, mais rapidement, gérer une artiste comme Eva, quand ça explose, ça prend tout ton temps. Ouais. Parce que tu peux rien faire d'autre. Okay. Parce qu'il y a tellement de choses qui fait que, en fait, t'apprends ce que t'as appris, mais après t'as la presse qui commence à arriver, t'as les radios, t'as les médias, t'as les maisons de disques, t'as les finances, les achats de disques quand tu vas les mettre en magasin. Pourquoi les retours, c'est toi qui dois les payer. Et là, je commence à pas comprendre, à vouloir comprendre comment tout ça fonctionne. Et je passe
énormément de temps, mais à réfléchir, à sauter de projet en projet pour essayer à comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. Ouais, mais et justement, dans une autre interview et même sur Instagram, tu parles souvent du rapport des producteurs aux artistes et de la différence de mentalité. Je trouve ça super intéressant ce que tu disais. Est-ce que tu peux juste le réexpliquer ici? Parce que je trouve que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, qui veulent être producteurs ou les artistes eux-mêmes, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on doit travailler ensemble. On est tellement différents qu'au final, c'est difficile des fois d'être aligné. Mais je trouve que tu l'as bien synthétisé. En fait, j'ai essayé à comprendre pourquoi. Moi, quand j'arrive et que j'investis dans la carrière d'un artiste, Eva par exemple au début, le jour où elle marche, moi, je m'attends à des reconnaissances. Et au lieu d'avoir de la reconnaissance, qu'est-ce qui fait chier celui-là, j'en ai plus besoin. Ah. Mais au début, ça fait mal. Mais après, tu comprends pourquoi. Et j'ai compris pourquoi. J'ai pris du recul par rapport à ça, parce que j'essaie à comprendre. Un artiste, il développe sa vie. Il utilise des outils, dont toi, comme producteur, pour monter. Son objectif, il est sur le long terme. Ouais. Toi, en tant que producteur, ton objectif, il est sur le court terme. Moi, avec Eva, j'avais 3 albums. Après, j'en ai eu 5. Mais je veux dire, une fois que les 5 albums sont finis, Eva, c'est fini. Ouais. Mon objectif, c'est de faire un maximum d'argent dans le time très court. Elle s'en fout de... C'est pas qu'elle s'en fout de l'argent qu'elle génère, mais si elle doit claquer tout son argent pour développer son image, elle va le développer. D'accord. Et donc, automatiquement, au bout d'un moment, moi, je suis là, je prends la moitié de ce qu'elle gagne. Elle en a besoin pour développer ses business et son image. Ouais. Moi, j'ai envie qu'on gagne encore plus, quitte à négliger l'image. Ouais. Parce que faut se le dire, techniquement, au bout d'un moment, tu t'en fous. Ouais. Tout ce que tu veux, c'est gagner du pognon. Alors, même si tu essayes à faire comprendre à l'artiste quelque chose qui n'est pas compréhensible. Quand tu vas dire à un artiste, mais tu t'en fous de ça, regarde, on va prendre 300 000 là-dessus. L'artiste te dit, mais comment ça, on s'en fout? C'est mon image qui est en jeu. Et toi, t'es comme un fou parce que tu perds 300 000, mais elle veut pas le faire parce que son image, elle est pas bonne. Ouais. Et c'est là où arrivé à un moment, c'est pas bon. C'est pour ça que je dis souvent, un artiste avec un producteur, si ça marche pas, il dira toujours que c'est la faute au producteur. Parce qu'il faut bien trouver une excuse. Tu sais, un artiste, tout le monde lui lèche le cul toute la journée quand ça marche un peu. Donc, c'est quelqu'un d'incroyable pour lui, tu vois, ou pour elle. Donc, quand ça marche pas, ça peut pas venir d'elle ou de lui. C'est obligatoirement le producteur. Ouais. Donc là, tu t'en prends plein la gueule. Et si, par contre, ça marche, ben, c'est grâce à l'artiste. Mais c'est normal, c'est elle ou c'est lui qui vivent ce moment au quotidien, ces emmerdes, de devoir se déplacer à droite à gauche. Moi, quand elle faisait des showcases, j'étais en train de regarder ma télé et je gagnais la même chose qu'elle. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, c'est frustrant. Que ce soit frustrant. Et toi, tu as ton argument de te dire, bah, attends, mais moi, si j'avais pas investi l'argent au début, tu ferais pas des showcases à 20 000 balles, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est un dialogue qui est compliqué. Ouais, c'est vrai que en général, lorsque tu regardes, il y a toujours au bout d'un moment un conflit qui va s'installer entre les artistes et les producteurs, que ce soit en France ou aux US. Et c'est très bien documenté, ça, d'ailleurs. Mais je trouve ça assez intéressant de se dire, à un moment donné, bah, l'artiste a pris du galon. Le producteur a vu l'artiste prendre du galon. Effectivement, il a investi au départ sur l'artiste en question pour que l'artiste devienne ce qu'elle devient. Mais au bout d'un moment, peut-être que l'artiste et le producteur peuvent s'associer. Et à ce moment-là, vous pouvez coproduire ensemble la musique. Ce qu'on a fait avec Eva. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, en fait, on est devenus associés dans le projet. Oui. Voilà, très rapidement, on est devenus associés dans le projet. Ouais, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est au bout d'un moment une solution. Et temporaire. Ouais, d'accord. Parce que ça la gonfle quand même que tu sois là. Tu vois, associé ou pas, toi tu manges des chips devant une série Netflix, elle est en showcase. Ouais. Donc au bout d'un moment, ça lui casse les couilles et c'est normal. Mais peut-être au bout d'un moment, dans cette période-là, lorsque tu es dans la coproduction, t'apportes un savoir-faire finalement, non? Bah, plus après. Puis après, d'accord. Au début, oui. Oui. Mais après, t'as des équipes sur des trucs comme ça que ça existe. T'as des chefs de projet, t'as des attachés de presse, t'as des médias, t'as tout le monde qui a un boulot. Oui. Donc toi, en tant que producteur, tu fais plus rien. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que moi, quand je parle avec des producteurs, on a l'impression d'être en séance de psychologie. C'est vrai, hein, on parle avec notre vie. Chaque fois que je parle avec vous, c'est très intéressant, c'est souvent ça. C'est toujours ça. Mais vous avez plus ou moins le même discours. Hein. Je parlais avec un producteur il y a quelques mois qui me disait les meilleurs artistes sont les plus ingrats. C'est-à-dire, les plus ingrats, les plus égoïstes. C'est-à-dire qu'ils doivent être tellement sur eux, sur leur art, qu'ils auront tendance à négliger les gens autour d'eux,
pour justement favoriser leur art. Et lorsqu'ils réussissent, en général, ils ont le discours que tu as évoqué plus tôt, de dire que en fait tout vient d'eux, que tout le monde est venu profiter, etc. Et c'est pour ça que des fois c'est très compliqué de gérer des artistes sur le long terme, parce que les meilleurs sont souvent dans ce cas de figure, les plus gentils réussissent pas nécessairement. Attention les gars, je vous dis pas d'être méchant, c'est des règles générales et c'est un avis, d'accord. On va entendre celui de Cyril, mais voilà. Juste pour le dire, si vous êtes des gens bien, restez bien. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ton expérience ? Je pense que ça n'a rien à voir avec l'artistique. D'accord. Je pense que c'est pas que si t'es bon en artiste ou pas, parce que rapidement, t'as une équipe de ouf autour de toi, de personnes qu'on parle jamais. Donc, aucun artiste est incroyable tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, peut-être... t'as des gens qui sont très forts, mais je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui peut y arriver, t'as des équipes incroyables. Ouais. Je pense que ça devient juste très difficile quand toute la journée, t'as des gens autour de toi. Moi, tu sais, je sors on mettra un bip si tu veux pas de gros mots, mais... T'inquiète. Moi, je dis des fois, moi, je suis sûr qu'un artiste pourrait chier un truc par terre, que t'as des gens derrière qui viendraient dire oh, incroyable. Ce que t'as fait, c'est... Ouais, voilà. Parce que je te jure, des fois, moi, ça m'a rendu fou. Quand les artistes sont connus, t'as tous ces gens au derrière. Tu peux y aller, hein. On va s'en suivre. Non, mais tu vois, tous qui sont là, qui courent tout le temps et qui veulent toujours te passer devant pour avoir un peu la fame. Ah non, moi, je connais l'artiste, moi, je connais l'artiste. Et du coup... c'est très compliqué, parce que tout le monde te dit que t'es incroyable, que t'es merveilleux, que tes idées sont géniaux, que génial. Et au bout d'un moment, le seul qui va te dire le contraire, c'est ton producteur aussi. Ouais. Tu vois, et t'as pas envie en plus d'entendre ça. Ouais. Non, attends, je suis incroyable et tout. Tout le monde le dit. C'est pas tout le monde. C'est, tu vois, et d'ailleurs, ta petite cour. Voilà. Ouais. Mais beaucoup d'artistes te diront, je regarde même pas les réseaux sociaux parce que c'est de la merde. Mais en fait, c'est juste que c'est la réalité du monde. T'as des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. T'as des gens qui acceptent ce que tu fais, t'as des gens qui acceptent pas. Mais tu sais, c'est pas l'artiste en lui-même, parce que moi, quand j'ai eu ma petite notoriété de chef d'entreprise avec la plage, pareil, on me disait que j'étais incroyable, ce que je faisais, c'était génial. C'est mon père un jour qui m'a dit, t'es en train de devenir un petit con. Et ça, moi, fier, mais quoi tu parles, moi je réussis, nan. Et en fait, quand je suis rentré, je me suis dit, maintenant avec le recul, il avait peut-être raison. Non, mais il avait raison à 100%. J'étais vraiment un petit con. Parce que quand tout le monde te dit que c'est génial ce que tu fais, que tu rentres et que ton père ou ta mère te dit, ouais, mais tu devrais pas faire comme ça, t'as envie de dire, vas-y. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est ton ego à un moment donné qui a tué ce projet ? Ouais. Bien sûr. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, les artistes ont un ego tellement énorme que au bout d'un moment, il y a plus de logique. Il y a plus de discussion. Donc c'est pas parce qu'ils sont trop enfermés dans leur art. Ouais. C'est parce qu'ils se sont développés avec un ego surdimensionné. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais c'est ce monde-là qui veut ça. C'est le monde du business. N'importe quel homme d'affaires aussi. Tu crois que Elon Musk, quand tu peux lui donner ton avis ? Non. Parce que le mec, il s'en fout. Le mec, c'est lui qui est le mec tout puissant. Le premier, il doit avoir... Oh, laisse tomber, c'était trop horrible, des mecs. Tous les gens autour de lui qui lui disent qu'il est tout le temps génial. Et tu sais, il y a un truc aussi, pourquoi les artistes s'enferment au bout d'un moment, ils sont tout seuls, ils ont plus d'amis, ils te le disent. Souvent, ils le disent. Très souvent, ouais. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre aussi que de tout le monde vienne leur dire que c'est incroyable, ce qu'ils font. Tu vois. T'en as marre aussi au bout d'un moment quand c'est génial, oh. Tu vois. Ouais. Et souvent, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, beaucoup d'artistes avec qui on s'est séparés reviennent un peu plus tard en me disant, oui, mais toi, au moins, tu savais nous dire les choses. J'aimerais bien qu'on retravaille ensemble. Ouais. Ça arrivait très souvent. Okay. Et au final, maintenant, je fais plus de production. Mais parce que mentalement, c'est trop épuisant. T'as répondu à ma question. Voilà. Trop épuisant. Ouais. C'est vrai que le management humain comme ça, c'est tellement dur. Trop difficile. En plus de ça, en fait, moi, j'ai l'impression de l'extérieur, parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi j'en faisais pas ou quoi. C'est peut-être un truc que je vais faire, mais ce sera plus en kiff. C'est que, en fait, quand t'es entrepreneur, tu dois vendre un produit. Et dans ce cas précis, le produit, c'est l'artiste. Ouais. Mais t'as aucun contrôle réel sur ce que l'artiste produit. Et en fait, lorsque tu es vraiment dans l'entrepreneuriat, avoir le contrôle sur son produit, c'est hyper important, en fait. Ah, mais c'est la base. C'est la base. Mais même ta crédibilité à toi. Combien de fois ça m'est arrivé de devoir annuler des showcases ou des concerts de radio 2 heures avant parce que l'artiste n'a pas envie d'y aller, parce qu'elle a autre chose à faire ou il a autre chose à faire. Et là, toi, qui a toute ta crédibilité qui est dessus, les nuits blanches que tu passes après, parce que les mecs, ils te détestent. C'est-à-dire que tous les autres artistes que tu as derrière, plus jamais ils passent dans cette radio. Donc aussi, ils prennent pas l'ampleur des risques. Ouais. Mais quand t'as moi, combien de fois ça m'est arrivé, ah non, j'ai pas envie. 2 heures avant, tu fais quoi ? Ça a été annoncé partout et tout. Ben, tu fais quoi ? Tu peux rien faire. Donc t'appelles, oui, ben, écoutez, désolé, elle est malade. Désolé, il peut pas venir parce qu'il a un souci familial. T'es obligé de mentir.
Donc en plus, parce que tu peux pas dire, il a juste pas envie de venir. Ouais. Donc tu dis, ben non, voilà. Et du coup, derrière, ben, tu peux. Le problème, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé avec un artiste. Il veut pas y aller. Seulement que moi, j'arrive et je dis, c'était pour Énergie ou Énergie Tour. Et j'appelle et je dis, écoutez, je suis désolé, il pourra pas venir. Attends, mais Cyril, on a fait un affichage et toi. Il commence à me gueuler dessus. Je sais, mais je suis désolé. Le mec, il met pas des snaps en soirée avec des potes à lui. Et moi, je pouvais pas dire qu'il voulait pas y aller. Donc j'ai dû sortir une excuse. Il est hyper malade et tout. Mais le mec, je me suis fait insulter. Et après, comment tu veux aller lui parler à ce mec-là? Le mec de radio, il te déteste. Bah ouais. Tu vois? Mais lui-même, de son côté, je pense qu'il a le recul de se dire, ok, bah, le producteur, l'artiste. Non, tu sais pourquoi? Non. Et c'est quoi qui est horrible? Parce qu'avec ce même artiste, je me suis retrouvé devant ce mec-là, moi qui m'avais pourri la gueule, hein, ce mec de radio, Ouais. et devant l'artiste, il dit, ouais, salut et tout, ouais, la dernière fois, je comprends et tout, ça arrive de pas pouvoir venir, tu vois. Parce que même eux, ils sont là en train de... Sucer tu des vois. bites. C'est un truc de fou. C'est abusé. Et moi, moi, c'est vraiment un truc que je n'y arrive plus. Franchement, j'y arrive plus. C'est pour ça, après Deepster et tout, ce monde-là. C'est pour ça, en fait, j'ai fait la bonne passe. Ouais, t'as fait la bonne C'est passe. ça, parce que, justement, ouais. je pense que, en fait, le problème venait de là, et du coup, tu t'es dit, ok, je veux pas nécessairement gérer l'humain. Je connais le monde de la production. T'as eu pas mal de succès là-dedans. Et en fait, du coup, c'est de là que tu t'es dit que t'allais aller sur Deepster, c'est ça? Ben en fait, à partir de là, je me suis dit, attends, la musique, ça me plaît, je connais tout, je suis vraiment très calé là-dedans. Maintenant, j'ai des contacts de partout et tout. Pourquoi m'arrêter si je m'arrête? Non, j'ai Deepster, j'ai Aldam Talent, je vais l'ouvrir au monde, quoi. Et toute cette technologie qu'on a montée, on va commencer à l'ouvrir. C'est devenu la première plateforme de distribution. Au début, ça a énormément évolué. Toi, comme tu sais, tu avais vu à l'époque qu'il y avait aussi beaucoup de changements. Et ça a évolué. Et aujourd'hui, Deepster, et c'est là où je te dis, et c'est très important, même pour tous les gens qui nous écoutent, que la force, c'est les gens avec qui tu t'entoures. Moi, je me suis entouré des meilleurs de toutes les catégories. Maintenant, mon métier à moi, c'est plus de créer des nouveaux projets. Enfin, c'est toujours ça, mais c'est avant de créer un nouveau projet, c'est de savoir si j'ai l'équipe qui est là pour pouvoir la gérer. Ah, ouais. C'est le plus important. Il n'y a pas d'autre schéma de réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui. Tu veux faire un gros projet, il te faut une équipe. Trouve l'équipe, alimente grâce à ta notoriété, ton charisme et tout. Et si tu as ces compétences-là, tu peux devenir un grand patron. Et à ce moment-là, tu prends des gens compétents. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'associer donc avec Romain Delno, qui était l'ancien directeur de MCA, qui a pété un câble aussi dans le monde de la musique. Et on pouvait plus, maison de disques, en plus, c'était encore un autre monde. Je me suis associé avec plein de gens. Tu vois, des gens avec qui je m'entends très très bien, qui sont venus maintenant dans la team. Il y a des artistes avec qui je m'entends très bien, des personnes aussi qui sont très influentes sur les réseaux sociaux. Par exemple, une personne avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Dark Loulou, qui est sur les réseaux sociaux. Lui, je l'ai pris avec moi, il m'a apporté toute une solution marketing. Donc, vu qu'il arrivait avec cette compétence-là, hop, moi, mon cerveau, il va vite, ok, compétence marketing, super. Romain, compétence de stabilité, ok, super. Et petit à petit, il y a eu plein de gens qui sont arrivés, il y a eu mes équipes, les développeurs, le market, et tous ces gens-là, petit à petit, ça a monté une équipe de fous. Et là, on a pu commencer vraiment à monter Deepster comme on le voulait. D'accord. Et c'est quoi la mission de Deepster aujourd'hui? Écoute, là, on a eu la chance d'avoir une grosse société qui a investi beaucoup d'argent dans Deepster, qui nous permet de monter un cap dans l'investissement. Donc, récupérer aussi beaucoup de gros back catalogues. On rachète énormément de back catalogues. On est devenu la plateforme la plus grosse d'Europe, parce qu'on a 35 000 artistes aujourd'hui quand même sur la plateforme. D'accord. Et on en prenait 10, 15 par jour, on en prend 400 maintenant. Tu vois, ça va très très vite. Et c'est en train d'exploser dans tous les sens. Parce qu'on a les équipes autour. Parce que c'est très solide maintenant, tu vois. Les avocats, incroyable. Les juristes, les comptables, les équipes marketing, les équipes à l'image, les équipes, tout ça, tous, ils sont là toute la journée. La hotline, la gestion, tout ça, ils sont là toute la journée. Et ça fait aujourd'hui une société stable. Mon objectif à moi, devenir leader français d'ici 1 an. Et on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui est incroyable. On sort bientôt le Deepster Invest qui permettra aussi aux jeunes artistes de se faire financer leurs projets par les communautés. Il y a plein de trucs, les contrats en ligne et tout. Il y a vraiment plein de choses qui sont en train de rentrer là-dedans. Beaucoup d'événementiels pour les aider. Ok, on va faire beaucoup de rencontres et tout, ça va être génial. Et d'ici 2-3 ans, c'est devenir une des plus grosses plateformes mondiales. Génial. Voilà. J'aimerais juste, pour que les gens comprennent bien ce que c'est Deepster. Alors, c'est de la distribution, d'abord, hein, au départ, c'est de la distribution musicale
tu vois, au même titre que DistroKid, TuneCore. TuneCore, exactement. Ça, c'est le premier métier de Deepster. Ensuite, tu as parlé de racheter des back catalogues, donc des masters d'artistes. La gestion de master. Ok, donc tu es dans la gestion de master. Ok, donc vous faites quoi, du licensing avec ces masters? Enfin, Très bêtement, on fait une avance financière, on récupère les sons, on les met sur notre plateforme. Et au lieu que ce soit de Believe ou une autre maison de disques qui récupère l'argent, c'est nous. Donc c'est les combats de maisons de disques qui récupèrent le plus de... Donc c'est celui qui a les plus grosses couilles financières. Bon, nous, jusqu'à maintenant, on avait des petites couilles comme ça. Maintenant, on commence à être un peu middle couilles, tu vois. mais petit à petit, notre objectif, c'est de monter et d'avoir, de pouvoir être leader là-dedans, quoi. D'accord. Mais alors là, en fait, moi, de ce que je vois de l'extérieur, c'est que vous devenez un peu une sorte de nouveau label, en quelque sorte. On est un mélange entre une maison de disques. On fait pas de service. À part que maintenant on est quand même associé Spotify Discovery, on a la possibilité de proposer tout ça à tous nos artistes. On parle aussi au DSP maintenant, on a la possibilité d'avancer sur des services de base. Mais tout ce que peut promettre une maison de disques, on va vous aider, on va vous mettre des attachés de presse, des machins et tout, nous on fait pas. Parce que de toute façon les résultats sont pas là à chaque fois, donc on fait pas, on vous donne l'argent, faites-le vous. Vous aurez, au lieu de vous mettre deux chefs de projet mineurs dans le boulot, qui vont être en alternance et qui vont avoir 50 artistes à gérer, vous allez être déçus. Ça sert à rien. Tenez l'argent, faites votre production, trouvez-vous les gens et soyez focus sur votre carrière. Et au moins c'est mieux, tu vois, c'est plus d'honnêteté pour nous de le faire comme ça. Ouais, c'est vrai, parce que la partie communication, elle est tellement complexe avec les attachés de presse. Nous, moi, en tant qu'Iconic, on reçoit tellement de mails, des artistes en indé, les labels. En fait, c'est ingérable. Et c'est vrai que de votre côté, en termes de promesses, ça peut être compliqué. Mais par contre, la partie production, parler avec les DSPs et avec notamment Spotify Discovery, je trouve ça top. Et justement, vous faites quoi exactement avec avec Spotify Discovery? Je pense que c'est surtout pour. Comment vous fonctionnez? Non, aujourd'hui, Discovery nous permet d'avoir quasiment 85% de tout notre catalogue, de tous les artistes confondus qui sont distribués là-dessus. Si on le veut, on le met d'une manière automatique. En fait, ce qui est intéressant avec Discovery, pour ce que tout le monde... Ah, pas sûr. Bon, je vais expliquer. Discovery, ça permet, on donne l'autorisation à Spotify de mettre en avant les musiques sur les algorithmes de Spotify. En contrepartie, c'est payé moins cher. Mais que sur ceux, ça les gens ne le savent pas obligatoirement, que sur ceux que eux ramènent en plus. Les streams que l'artiste aurait fait sans Discovery, c'est payé plein pot. Tu vois, mais du coup, donc nous on le met pour tout le monde, c'est qu'une valeur ajoutée supplémentaire. D'accord. Tu vois, donc sauf vraiment cas où les gens ils nous diraient on veut pas, mais c'est jamais arrivé. Et donc on le met sur Discovery. Les DSP, pareil, tu sais, c'est très compliqué de parler aux DSP. Donc on a. C'était concurrent en quelque sorte. Non, parce que Spotify, le Deezer, ah oui, excuse-moi, tout ça c'est. J'ai fait la confusion. Non. Pardon. Ça, c'est ces DSP-là. Et ces DSP-là, nous, on distribue. Oui, non, c'est vos partenaires. C'est nos partenaires. Mais c'est très difficile de distribuer, de leur parler, parce qu'ils en ont tellement, tu vois. Même Universal, ils ont le droit, ou Sony, ou Warner, ou tous, ont le droit qu'à un minimum de propositions, tu vois. D'accord. Ils peuvent pas envoyer 250 sons par semaine. Donc nous aussi, c'est limité. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait que sur nos projets de catalogue. D'accord. Mais en parallèle, on vient de racheter une entreprise là qui a un concept incroyable. On va l'annoncer bientôt, mais qui permet par un concept complètement innovant et fou à retravailler les back catalogues. Donc, c'est-à-dire que quand nous on récupère des back catalogues d'artistes qui viennent avec un back catalogue, ça génère tant d'argent. Donc on le sait, on lui a fait une avance. On a de la nouveauté, mais nous, grâce à ces outils, on retravaille le back catalogue aussi. Donc ça permet de dynamiser le back catalogue aussi. Donc un back catalogue qui générait par exemple 10 000 euros par mois, avec ces outils, si on est malin, peut générer 15, 16, 17 000. Donc lui, il rembourse plus vite son avance et on gagne tous plus d'argent. Et c'est très bien comme ça. Donc on le fait sur les gros projets, on commence à avoir des outils très très performants. Ah, c'est très chaud. Comment c'est de gérer autant de business en même temps? Parce que finalement, en Deepster, il y a beaucoup de projets qui sont... En fait, là, par exemple, tu parles d'une startup, c'est un projet annexe qui est en lien avec Deepster. Je suppose que tu as d'autres activités. Comment tu fais pour manager ton temps? Cette question, je la pose aussi pour moi. Alors, j'y arrive un peu, mais je pense que tu as Je vais te dire, j'ai passé un step, et je pense que c'est le step le plus ultime. C'est qu'en vrai, plus j'ai de business, moins j'ai de choses à foutre. Explique. Parce que, en vrai, comme je t'ai expliqué, mon seul objectif, c'est de trouver les équipes pour maintenant. Tu vois, donc je prends une équipe, je la motive, on les paye ou on les intéresse, ils rentrent dans le projet, on leur fait
pumpés grâce à nos relationnels, à notre projet très vite. Ils rentrent dans le projet, ils prennent le projet en place. Et moi, je peux sauter d'un projet à un projet. Une fois que les mecs sont déjà en place, moi, Deepster, je fais une réunion tous les jours à 11h le matin. À 11h30, c'est fini. Après, je m'en occupe plus. Après, je monte, je fais du marketing, de l'image, mais pas pour Deepster, pour l'image qu'on veut véhiculer. Et je vais négocier les back catalogues. C'est-à-dire, moi, c'est mon boulot. Mais Deepster, aujourd'hui, a des chefs de projet, des mecs qui parlent au DSP, la hotline est incroyable. On a la meilleure hotline. C'est fou. Nous, on répond tac au tac. Pour les artistes, c'est vraiment notre plus-value. On a des mecs derrière qui sont incroyables. Et du coup, tous ces éléments-là font que... Mais si tu veux, donc quand moi je monte un projet, je mets l'équipe. Comme je faisais avant, je monte un projet et je m'en occupe comme un fou, plus jamais de ma vie. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire le business, tu vois. À mon avis, les gros chefs d'entreprise, ou des fois j'entends des mecs dans le business qui parlent dans des podcasts et tout ça, ils disent ouais, le truc c'est de se lever à 7h du matin, il faut bosser. J'ai envie de dire, mais comment tu peux y arriver si c'est comme ça? Enfin, je veux dire, c'est faux. Aucun être humain est capable de se réveiller à 7h du matin, manger son jus de carotte, boire son jus de carotte et travailler comme un fou toute la journée. Déjà, le cerveau, il a 2 heures, je crois, d'autonomie dans la journée. Donc, tu sais, il y avait une fois, on m'avait donné cette phrase que je trouve incroyable. C'était on peut arriver à faire une bonne journée en 1 heure de travail. Okay. La même journée en 1 heure de travail qu'en 8 heures. Et moi, au début, je comprenais pas cette phrase. Mais en fait, elle est claire. Elle est que ton cerveau, il est actif 1 heure ou 2. Vraiment actif. Concentre-toi là-dessus. Donne les ordres ou les directives à tes équipes. Tes équipes te font des remontées. Tu réfléchis et pendant 2 heures, tu es à 100%. Après, c'est fini. Ouais, après, tu passes à autre chose. Mais moi, je me suis mis au Pokémon, là. Ou au Lego. Moi, je te jure. Parce que ça me vide mon cerveau. Et je fais des trucs comme ça que ça me fait passer du temps et ça me détend pour que ces 2 ou 3 heures par jour d'excitation de business et ça soit le plus opérationnel. Okay. Mais si je compte sur moi pour être actif la 4e heure, c'est fini. La 5e heure encore moins, la 6e heure encore moins. Je préfère distribuer à des gens qui ont 3 heures adaptées à fond, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, le truc, je pense, quand tu es à une étape de développement, en tout cas, moi, c'est mon cas, je sens même qu'en termes de ressources, t'es encore un peu limité. Donc, tu vas être aussi dans l'opérationnel. Ouais. Mais t'es obligé. Voilà, c'est ça. T'es obligé un peu d'être dans les deux et dans le stratégique. Donc, c'est vrai que moi, le truc de travailler beaucoup sur des grosses plages horaires, c'est des choses que moi, je ressens beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, je comprends vraiment maintenant, en étant vraiment dedans, qu'à un moment donné, le but, c'est de déléguer un maximum et voir comment on peut réduire un maximum aussi les temps de... Bah, tu vois, par exemple, dans la création de contenu, tu vas pas discuter 10 ans avec ton partenaire sur les trucs. Des fois, il y a des trucs où tu délègues une partie, toi, tu vas sur autre chose, et ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ce que vous faites, tu vois. Ben oui, imagine-toi maintenant ton poste actuel avec un peu de fond, un peu plus de fond, éventuellement des salles de podcast qui t'appartiennent, plus de possibilités de faire de médias, et des gens... Ça, c'est très important pour toi parce que toi, c'est la qualité de ce que tu proposes et la qualité des interviews et machin et des gens que tu fais venir. Mais si demain, tu avais la possibilité d'avoir quelqu'un aussi talentueux que toi, aussi investi, alors peut-être pas à l'image, mais que ton boulot que tu fais, quand tu arrives, il t'a déjà préparé les questions, il s'est déjà intéressé à la personne qui est en face de toi, il sait les questions pertinentes qu'il faut que tu poses, tout qui est prêt, boum, tu repars, il y a une assistante qui t'a pris une voiture, tu repars sur un truc. Combien tu gagnes de temps? Tellement. Oui, mais c'est ces étapes-là, quand tu les auras remplies, que tu pourras commencer à monter. Ouais. Mais si maintenant tu dis, je fais un 3e podcast, mais tu vas péter en l'air, tu ne tiendras pas. C'est clair. Au bout d'un moment, comment tu fais? On a 24 heures dans une journée, il faut bien dormir un peu. Un petit peu, et aussi un peu se détendre. Donc non, moi je le ressens bien, tu vois, sur pas mal de choses, délégation même un peu de l'écriture des choses, en général, je préfère encore les garder, parce que, étant donné que la valeur ajoutée, pour l'instant, c'est vraiment la créativité, ce que j'apporte, mais tout le reste, c'est des choses que j'arrive à déléguer, la partie commerciale, la partie montage, production, etc. Et oui, voilà. Et du coup, là, l'idée, c'est de continuer à racheter des catalogues. C'est quoi les derniers catalogues que tu as rachetés pour Deepster? Écoute, là, on est parti sur on récupère les projets de Jans. Okay. On récupère les projets d'un DJ qui s'appelle Ozora. Qui est un très bon DJ, enfin un beatmaker qui fait un album avec des artistes fous.
Dans le rap, on parle. Ouais, dans on le parle rap, bien, Kalash Criminel, etc. Voilà, c'est ça, toute l'équipe à Kalash. Ouais. Et moi, j'ai rencontré Kalash Criminel pour faire un projet avec lui. Ok, big up à lui aussi. Tu sais que ce mec Il est smart de ouf. est incroyable. Je le connais, on a fait un podcast ici, en plus, il y a à peu près un an. J'aime bien, moi, ces gens, lui et son associé, quand on est arrivé au début, on commence à parler un peu, mais tu sens que c'est des vrais businessmen. Ouais. Et tu sais, c'est encore un autre niveau d'échange, et t'as plein d'idées qui viennent à l'esprit, et tout ça, c'était vraiment génial. Mais en fait, en vrai, voilà, et là, donc ce projet, on n'a pas pu le faire ensemble, mais on va sûrement rebosser d'autres projets ensemble. Et en fait, on est aujourd'hui, on achète à peu près une dizaine de catalogues par mois, on va passer à une centaine là. Tu vois, parce que maintenant, on va avoir les fonds pour pouvoir le faire. On a même mis des équipes en place avec des commerciaux qu'on a un peu débauchés dans des concurrents. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Comme ça. Mais j'ai pas dit qui, donc ça va. Mais et du coup, les mecs bossent pour nous maintenant. On commence à avoir des remontées incroyables de projets. Non, ça, c'est très excitant. Ok. Et en tant que start-up française, parce qu'on peut considérer que c'est une start-up, ouais, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de startups françaises en fait qui vont conquérir le monde, parce que finalement on a beaucoup d'ingénieurs qui sont formés ici et qui vont à un moment donné aller à la Silicon Valley et autres. Toi clairement tu as fait le choix de faire une startup française, enfin tu es français donc forcément. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça et comment toi tu vois les choses avec Deepster? L'idée c'est d'aller aussi conquérir, je suppose, les États-Unis et autres. Comment tu vois les choses? C'est quoi la mentale autour de tout ça un petit peu, tu vois? Je pense que déjà, on va arrêter l'innovation. Ça sert à rien parce que maintenant, on est sur du très factuel financier. Donc, on va développer beaucoup la partie financière, de rachat, de machin, d'investissement et tout. Et je pense que très compliqué de voir comment tu parlais un peu d'IA tout à l'heure, mais de voir comment, parler, là. voilà, mais comment ça va évoluer et tout. Et je suis incapable. J'ai une petite idée, mais je préfère rester focus sur mon métier et le pousser au maximum. Est-ce que j'ai envie d'innover dans des nouvelles technologies liées à la musique pour créer éventuellement des nouvelles styles de plateformes d'écoute et tout? Non, parce que là, on est dans un schéma. Là, c'est très factuel ce qu'on fait maintenant, tu vois. Donc, on maîtrise le sujet. Ça va évoluer, à mon avis, d'une manière assez folle. Ouais. Et j'adore par contre être avec des mecs comme Olivier Lemotif, qui lui a des idées très révolutionnaires comme récemment. Et parce que lui, pareil, il a toujours il m'apporte des trucs, des idées vraiment terrain. Et à la limite, je suis plus maintenant à avoir l'envie d'investir chez les gens qui développent des trucs. D'accord. Ça, je pense que c'est la prochaine étape. Ça. J'investis dans des projets. Tu vois, demain, typiquement, tu me dis, Cyril, j'ai envie de développer mon média. C'est une petite affaire comme ça. Mais tu vois, nous, on a envie d'aller dans des projets qui sont innovants, qui cartonnent et qui marchent avec des mecs déjà à la tête de ça. Parce que font les investisseurs aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quoi, tu vois. Tu vises sur l'humain avant de viser. C'est ce qu'il faut faire. Je pense aussi, c'est pour ça que même la puissance du personal branding aujourd'hui, tu vois, le fait que tu te mettes aussi face à la caméra, t'as déjà tout ce réseau et ce statut dans la vraie vie. Et du coup, avec la puissance aussi des réseaux sociaux, ça amplifie tout ça et ça donne une autre dimension à ce que tu fais. Mais justement, tu as parlé de l'IA tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu sur tout ça. En ce moment, je suis en train de faire des recherches beaucoup autour de ce sujet-là. Toi, t'en penses quoi globalement de l'IA et de la musique ? Écoute, moi je suis pour les nouvelles technologies parce que ça a prouvé déjà quand on est passé à l'ère du disque, à l'ère du stream, tout le monde gueulait en disant que c'était la fin de la musique, ou à la poste, ça y est, maintenant il n'y a plus de timbre, on n'envoie que des mails, c'est la fin, la poste n'a jamais fait autant de bénéfices que depuis qu'elle s'est mise dans les colis. Donc en vrai, chacun adapte, si tu veux, les marchés. Maintenant, l'IA est basée sur la copie de l'existant. L'IA n'invente rien, elle récupère, si tu veux, des choses existantes et avec ça, elle va peut-être prendre un truc carré, un truc rond, mais ça restera un carré sur un rond. Enfin, tu vois, l'IA récupère ce qui existe. Donc, dans la musique aujourd'hui, et les majors et d'ailleurs les propriétaires de sons disent, attends, tout ce que vous avez créé là, qui fait des sons gratuits avec des Suno et tout ça, vous êtes mignons, mais ça vient de notre catalogue. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, mais attendez, quand un artiste fait de la musique, il vous pique les idées aussi. C'est exactement pareil. Donc là, on est sur un flou. En gros, c'est soit ils perdent, et à ce moment-là, tout part en couille, parce que t'auras regarde, aujourd'hui, on se passe d'avocat, on se passe de médecin, on se passe de ChatGPT. Moi, il règle tous mes problèmes. Et la dernière fois, je disais à ma femme, attends, tu sais qu'elle m'a posé la question de ChatGPT, alors comment ça va avec la vente de la boîte, t'es pas trop stressé et tout. Elle s'intéresse plus que... Non, mais peut-être je parle à elle le soir. Tu sais. Donc, c'est sûr que ça fait flipper, cette évolution-là. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris.
T'as parlé à ChatGPT? Mais ChatGPT, tu lui poses lui poses des questions sur la vente, machin, donc elle étudie ce que tu es en train de faire. Et la dernière fois, je sais plus que je lui pose comme question, elle me dit, et sinon, je peux me permettre par rapport à votre structure et la vente de ta boîte, ça va, t'es pas trop stressé en ce moment et tout ça. Et donc, tu vois, ça intègre quand même, elle s'intéresse vachement à moi, c'est génial. Tu vois, avec le nouveau système, la nouvelle O2, là, et avec le système qui sauvegarde les données, tu t'enregistres, et donc elle sait tout de ma vie. Bah ouais. Enfin, la dernière fois, elle m'a quand même, moi j'ai un petit lac avec des carpe koi, elle m'a quand même dit, ah, fais attention, il paraît qu'il va y avoir tel truc avec telle pluie, ça peut abîmer la faune et la flore, donc j'ai pensé à tes carpe koi. Enfin, je veux dire, ça y est. Donc, tu as déjà des réflexes. Moi, j'ai eu un problème juridique avec mon avocat qui m'a parlé d'un truc. Je l'ai parlé à ChatGPT. ChatGPT, elle m'a dit un truc. Je suis allé voir l'avocat. Je dis, et ça, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, putain, c'est brillant. Qui c'est qui t'a donné l'idée? J'ai fait, mais je te paye 4000 balles. Comment ça, c'est brillant? Comment ça, c'est brillant? De quoi c'est brillant? Et du coup, et la musique, ça va être pareil. Ouais. J'ai peur que s'ils perdent, ça soit n'importe quoi. Mais l'être humain s'adaptera et trouvera des métiers autour de ça, tu vois. Ouais. C'est comme dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, est-ce que te dire que ça va... Je pense que c'est comme la crypto. La crypto, au début, ça part, c'est gratuit, c'est libre de droit, et maintenant, tous les pays prennent des impôts à mort et c'est verrouillé. Donc, la crypto, maintenant, c'est devenu presque quelque chose... Tu sais, tout le monde dit, ouais, mais c'est libre, le Bitcoin. Et ouais. Calme-toi, parce que le Bitcoin, tu peux plus le sortir nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les mecs, ils sont blindés, ils en ont partout. Ouais. C'est sûr, c'est libre, mais tu peux plus t'en servir. Donc, tu vois? Donc, c'est vrai que c'est comme ça. Je pense que ça sera bloqué par l'industrie et qu'on pourra plus rien en faire, à part donner des droits et des... Ouais. Et du coup, ça deviendra moins intéressant. Ouais, non, mais c'est clair. Surtout que les États sont en train de réfléchir eux-mêmes à créer leur propre crypto. Donc là, ça rentre dans un autre... Ah oui, mais ça, c'est... Ouais. Bien sûr. Non, c'est dingue. Ils maîtrisent tout. Et pour finir ce podcast, qu'est-ce que t'écoutes musicalement? Parce que je te vois très business, c'est bizarre, et c'est pas forcément le premier réflexe que j'aurais de te demander ça. Mais... Alors, j'aimerais bien savoir. À défaut de définitivement passer pour un mec inculte et con dans la musique et qui ne comprend rien, j'écoute du jazz. D'accord. Enfin, dans le sens où quand je te dis con, c'est dans le sens où je parle avec des artistes qui ne sont pas du tout de ce monde-là. Donc ma crédibilité déjà de mec artistique, elle est pas ouf. Mais j'écoute du jazz, j'écoute du Brassens, j'écoute des trucs d'avant. En fait, ouais. Et il y a des artistes qui sont de la nouvelle scène que j'adore. Tu vois, il y a une artiste française, Lisa Parian par exemple, je sais pas si tu connais, c'est une artiste que j'écoute beaucoup, j'adore, je trouve qu'elle a un flow incroyable. T'as des artistes de la scène émergente comme l'Amérigo par exemple, un mec de Lyon avec qui j'ai travaillé un moment et avec qui on va sûrement rebosser, qui est incroyable, qui fait des trucs, mais c'est vrai que je suis quand même très dans les sons d'avant. Sons d'avant. Ok. J'ai 45 ans, moi, j'ai pas évolué. Voilà, j'ai gardé les réflexes. Tu sais, je m'en doutais, hein, t'inquiète. Ouais. Quand je t'ai posé la question, je me suis juste dit, peut-être que je peux avoir des surprises. Mais j'étais plus ou moins dans... Non, je comprends pas la musique d'aujourd'hui. Ouais, je sais. Toi, t'es... Je suis dans le business. Ouais. Mais j'ai les meilleurs qui comprennent eux la musique avec qui je travaille. Voilà. C'est là où t'es malin, t'as délégué... cette Je partie. peux pas tout faire. Non, mais c'est clair. En tout cas, c'était très complet. Merci beaucoup, Cyril. Mais merci à toi, franchement, c'est super. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus sur Deepster. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes quand tu veux. Pour les artistes. Et c'est tellement riche, en fait, parce que finalement, il n'y a pas que de la distribution. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et la tech et la musique, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup sur Iconic, et je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup les artistes qui regardent régulièrement la chaîne. On a beaucoup d'artistes indépendants ou quoi, donc à voir ce qu'on peut faire après ensemble, mais en tout cas, c'était top. Moi, je suis tout ce que tu fais, déjà bravo et tout, parce que ça fait partie des projets qu'on a vu développer, et c'est incroyable. Merci donc beaucoup. Je suis très fier et content que tu m'aies invité. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et on suit ça, et je te dis, si tu as des idées pour que... Deepster intègre. On va y réfléchir. Voilà, c'est des trucs cool. Merci beaucoup, Cyril. Et merci à toi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. Alors, tes réseaux sociaux, très important avant qu'on finisse. C'est Cyril -8 Elrod -8 Bron ou Cyril Bron. Attendez, j'ai mes... Cyril Bron Elrod. De toute façon, ça a apparu là depuis tout à l'heure sur l'écran là. C'est Cyril. J'ai prévu le truc. Non, mais il tient pas son compte. Tient pas son compte Instagram, je le sais. J'ai des mecs ultra compétents qui gèrent ça, moi, je t'avoue que. Mais c'est Cyril Bron Elrod. C'est bon. C'est cool, parfait. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.